ici, on a pris du cadre logique l'objectif spécifique. Ici, on se réfère à l'école doctorale, former des doctorants dans les domaines liés au projet de thèse. Et puis, les résultats attendus, des indicateurs, des activités, tout ceci, on le prend du cadre logique. Et donc, tout ce qu'on a ajouté à ce niveau-ci, c'est le chronogramme de mise en œuvre et les responsables des activités. Alors, nous allons commencer par cet objectif spécifique. Former les doctorants dans les domaines liés au projet de thèse. Les résultats attendus, au moins un des résultats. Chaque doctorant a validé les 180 crédits minimaux exigés pour la formation doctorale. Et comment on va mesurer cela? L'indicateur nombre de doctorants qui ont validé l'ensemble des crédits. Et puis les activités, c'est la formation. C'est la formation qui va nous permettre, qui vont permettre aux doctorants de valider au moins les 20 crédits d'enseignement, mais il y a aussi 40 crédits liés à la recherche et souvent les deux sont liés, mais voilà les activités. Et alors il y a le chronogramme. Quand est-ce qu'on va faire ces activités? La formation doctorale, c'est 3 ans. Donc, nous prévoyons des activités en première année, en deuxième année, en troisième année. Et qui est responsable de cela? L'école doctorale. Mais nous allons voir qu'à ce niveau, tel que c'est formulé ici, c'est encore assez général et difficile pour faire le suivi. Nous allons donc passer aux activités détaillées. Parce que là, nous avions dit activités de formation pour un minimum de 20 crédits. Alors, quelles sont ces activités de formation? Il faut aller dans les détails. Nous avons fait la liste ici et il y a un certain nombre d'activités que nous avons identifiées, mais il y en a d'autres qui vont venir après. Alors ici, si vous prenez les activités détaillées, premier résultat pour les doctorats, les sujets de thèse ont été révisités et finalisés et approuvés. Parce que vous savez, quand le doctorat s'inscrit, il propose un sujet de thèse, il propose un résumé et tout, la méthodologie, mais on doit s'assurer que le sujet tel qu'il est proposé peut conduire à des résultats nouveaux, peut conduire à des publications pertinentes dans des revues internationales. Donc, première activité, il faut une activité qui va permettre de s'assurer que le sujet de thèse a été finalisé et approuvé. Quelle est cette activité? Revue de littérature. Alors, les performances, j'ai mis les indicateurs, mais l'activité, vous voyez, là, on avait parlé des activités, de la formation comme activité, formation de façon générale. Mais cette formation couvre beaucoup d'activités. Et donc, pour ceci, en tout cas pour ce projet précis, l'étape suivante serait d'identifier toutes ces activités qui vont entrer dans la formation. Et puis, pour chaque activité, faire un chronogramme qui va nous dire quand est-ce qu'on fait l'activité et cela va nous permettre de faire le suivi. Donc ici, vous voyez, résultats, les sujets ont été finalisés et approuvés et l'activité correspondant à ça, c'est la revue de littérature. La revue de littérature. Quand est-ce qu'il faut faire ça? Normalement, ça, c'est l'une des premières activités qu'il faut faire parce qu'il faut que le sujet soit finalisé, approuvé pour que l'étudiant commence à faire ses travaux de recherche. Alors, il y a une autre activité qui est liée à cette formation, ce sont les ateliers de formation sur la méthodologie de la recherche. Donc, si on commence par la première colonne, les résultats attendus, la méthodologie de la recherche est développée et approuvée. Vous avez finalisé le sujet. Maintenant, comment vous allez faire cette recherche, la méthodologie? Voilà les résultats attendus. Et puis, maintenant, l'indicateur est là et l'activité, c'est l'atelier ou les ateliers de formation en méthodologie. Là aussi, il faut voir où est-ce que vous mettez cela dans le chronogramme, mais ce sont des choses qui viennent tout au début. Ici, on a fait un nombre d'années, mais on peut encore aller en détail et décliner ceci. Chaque année, décliner l'année en semestre ou en trimestre, ça devient encore beaucoup plus précis pour faire le suivi qu'il faut. Alors, donc, voilà, et donc voilà au moins deux des activités et des activités correspondantes. C'est la revue de littérature, des ateliers sur la méthodologie. Alors, on peut continuer.
il y a d'autres résultats qui sont attendus. Tous les centres de recherche sont accrédités et autorisés à accompagner les étudiants. Vous savez que dans le processus d'inscription ou même dans la conception d'une école doctorale, on dit que le doctorat se fait au sein d'un centre ou un laboratoire de recherche. C'est même quand dans le processus d'inscription, dans la charte de la thèse, on vous demande de faire signer la charte par et vous accompagner dans votre travail. Donc, une activité, c'est que ces centres doivent exister et être opérationnels. Donc, au moins, ces centres doivent être créés, accrédités et autorisés à accompagner, à accueillir l'étudiant et à l'accompagner. Alors, il y a l'indicateur, c'est le nombre de centres qui ont été accrédités. Alors, ici, nous sommes encore au niveau de l'université. Pour le moment, on fait accréditer les centres par le conseil d'administration, mais de façon générale, quand toutes les structures nationales seront en place, les centres de recherche, y compris les centres universitaires, seront accrédités par la Commission nationale de la science, technologie et innovation. C'est cette commission qui va accréditer. C'est comme la Commission nationale de l'enseignement supérieur qui accrédite les institutions d'enseignement supérieur, les programmes. Alors, parallèlement, le Centre national de la science, technologie et innovation, c'est ce centre c'est cette commission qui va accréditer les centres de recherche au niveau national. Les centres qui sont à l'ISABU, les centres qui sont au ministère de l'Agriculture, les centres universitaires et tout ça. Donc ici, on fait accréditer par le conseil d'administration, mais normalement, à un moment donné, ça devrait être accrédité au niveau national par la commission de sciences, technologies et innovation. L'autre résultat attendu, on a parlé de formation pour les pour les 40 crédits liés à la recherche. Donc, à un moment donné, le programme de formation doctorale soit développé, soit approuvé pour un minimum de 60 crédits. Alors, quelle est l'activité correspondant à cette... Alors, l'indicateur, le programme a été validé par le Conseil pédagogique et scientifique, mais l'activité correspondant à ce résultat, la conception et le développement des programmes de formation et de recherche. Alors, on doit en même temps indiquer la liste des responsables de ces activités. De façon générale, si on revient au début, on avait dit que c'est l'école doctorale, quand on parle de la formation pour un minimum de 20 crédits. Mais quand on va dans les détails, on voit que ça implique pas seulement l'école doctorale. Par exemple, la première activité, revue de littérature, les responsables sont le doctorant qui doit faire cette revue sous la coordination de ses copromoteurs. Donc, ils sont tous impliqués comme responsables de l'activité, bien parce que c'est elle qui doit superviser l'ensemble de tout ce qui se passe ici. Alors, pour la deuxième activité, atelier de formation sur la méthodologie de la recherche. Le doctorat qui doit suivre ces ateliers, les copromoteurs qui doivent s'assurer que ces ateliers vont conduire à la méthodologie qu'il faut. Il y a des experts internationaux, régionaux qui vont être impliqués pour apporter donc les dimensions régionales et internationales de ces méthodologies. Donc, la colonne de responsabilité, c'est aussi très important parce que normalement, c'est à partir de cette colonne que nous allons développer, que nous allons concevoir un programme de formation des promoteurs de thèse sur l'encadrement d'une thèse de doctorat. Parce que vous voyez, il est impliqué ici, mais alors comment il va faire cette activité? Il faut s'assurer qu'il a les capacités qu'il faut pour contribuer à la réalisation de cette activité-là. Donc, cette colonne est très importante. Alors, on était arrivé à ici, troisième rangée, tous les programmes de formation et de recherche sont dispensés. Alors, là, les indicateurs, c'est simple, le nombre de programmes qui ont été dispensés, est-ce qu'on a tout dispensé ou non, comment on va corriger, et le nombre de crédits qui ont été validés, et l'activité correspondant, développement et mise en œuvre des programmes de formation et de recherche. Alors, là, on doit voir maintenant le chronogramme, à quel moment on doit faire ça.
Ici, on avait dit, ça s'étend sur l'ensemble de la formation, donc sur les 3 années. Mais quand on va dans les détails, il faut voir qu'est-ce qu'on fait au premier semestre, au deuxième semestre, qu'est-ce qu'on fait au premier trimestre, au deuxième trimestre. Et quand on vient sur la liste des responsabilités, on voit que les copromoteurs doivent être impliqués et dans le développement, la mise en œuvre de ces programmes. Les centres de recherche, parce qu'on parle aussi de la formation à la recherche, il y a des experts qu'on va inviter et bien sûr, il y a des étudiants qui doivent suivre ces formations. Alors, donc, voilà un peu comment ça se présente. Il y a beaucoup d'autres activités pour le cadre de l'école doctorale. Nous avons juste donné ici, on n'a pas voulu faire un tableau complet pour l'ensemble. On a vu comment ça se passe, mais on va mentionner quelques-unes des activités ou quelques-uns des résultats qui sont aussi attendus, qui vont conduire à des activités. Ici, par exemple, un des résultats qui sont attendus, tous les doctorants et tous les copromoteurs de l'université sont formés sur l'utilisation d'éthique dans la recherche. Alors, ça, c'est un résultat qui est attendu. Je crois que tous les étudiants ont déjà réalisé ce résultat à travers... bon, maintenant, les activités, il faut mettre les activités. C'est la formation à l'utilisation d'éthique. Tous les étudiants qui sont là, première, deuxième cohorte, ont suivi le cours du professeur Okebokola, comment utiliser l'éthique dans la formation et la recherche doctorale. Et on sait qu'ils ont réussi parce que tous les travaux qu'ils ont faits ont été évalués par les pairs et puis ont été acceptés pour être publiés. Donc ça a été fait. Mais par contre, pour les enseignants, ce n'est pas encore fait. Alors, on va se retrouver dans une situation où les étudiants savent comment utiliser ces technologies pour faire la recherche, pour toutes ces questions de recherche, les enquêtes en ligne, mais alors qu'à ce moment-là, les encadreurs, eux, ne savent pas comment faire. Ça pose des problèmes. Donc là, quand on va monter le programme de formation des enseignants sur l'encadrement de la recherche, ça aussi, ça va venir dans les activités qui doivent, et les résultats auxquels ils doivent arriver. L'autre résultat de ces jours de doctorats et de leurs encadreurs sont effectués dans les centres de recherche et les laboratoires des institutions partenaires mieux équipées. Bon, ici, les laboratoires, peut-être, c'est limité aux facultés où on fait la recherche dans les laboratoires, mais en fait, c'est pour tout le monde. Et si vous vous rappelez, le modèle de fonctionnement de l'école doctorale, on a dit qu'on ouvre à une collaboration internationale, l'étudiant et un encadreur ici, un copromoteur ici, mais un autre à l'extérieur. Et l'idéal, c'est que le doctorat puisse aller en mobilité dans le laboratoire, dans l'institution du copromoteur. Il y a même des activités qui sont des doctorats qui sont faits en quotidien. Là, c'est presque automatique. Quotidien, c'est-à-dire que vous devez aussi passer un temps là-bas. Donc, c'est une des activités qui sont prévues. Alors, pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, et dans le cadre du plan de suivi, nous devons identifier ceux qui n'ont pas encore bénéficié de ces opportunités, évaluer la faisabilité et puis trouver les moyens de les mettre en œuvre. Ça va être dans le plan de suivi et de mise en œuvre des activités de l'école doctorale. Des ressources financières sont mobilisées pour financer les projets de recherche liés à la formation doctorale. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Les collègues ne disposent pas des capacités nécessaires pour mobiliser ces ressources. Alors, ici, on a un résultat qui est attendu. L'activité qui correspond à ça, c'est cette formation qu'on fait aujourd'hui, qu'on devra peut-être aussi faire plusieurs fois, peut-être en morceaux, jusqu'à ce que les ressources soient mobilisées. Donc ça, c'est un des résultats. L'autre résultat de cet objectif spécifique, tous les doctorants participent à des manifestations scientifiques nationales, locales, nationales ou internationales. Ça, c'est même une exigence dans le décret. Chaque étudiant doit participer à au moins deux conférences internationales. Ça peut être des conférences internationales organisées ici au Burundi ou organisées ailleurs. Donc ça, dans le plan de mise en œuvre, par étudiant, à quelle période il peut le faire, et puis on fait le suivi pour voir est-ce qu'il a fait, s'il n'a pas fait, pourquoi, comment corriger, et ainsi de suite. Alors, il y a d'autres résultats, et tous les doctorants sont formés sur la rédaction d'articles scientifiques publiables, qui peuvent être publiés dans des revues internationales
indexés dans des bases de données internationales. Le doctorat, ça c'est un résultat qui est attendu. Alors, quand est-ce qu'on peut le faire? Sous quelle forme? Il faut que ça soit dans le plan de suivi. Ici, on l'a déjà fait, vous vous rappelez, avec les professeurs de Makerere University, qui sont, il y en a éditeur en chef de Crop Sciences, je crois, l'autre c'est Développement Rural. Il y a d'autres étudiants qui ont suivi ça en ligne, et il y a d'autres encore qui ont suivi dans les cours qu'on a fait au mois de mars-avril avec le Centre d'Excellence de Lagos, où il y a des éditeurs en chef qui sont venus. Donc, on doit mettre ça déjà dans le plan pour pouvoir suivre, mais après, on doit faire le point. Il faut des rapports qui disent comment on a fait, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a, il faut refaire, il faut renforcer, mais ça doit être dans le plan de mise en œuvre. L'autre résultat, tous les doctorants présentent régulièrement des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de leurs travaux de recherche. On doit donc aussi voir à quel moment du trimestre les étudiants doivent faire ces présentations. Et je crois que nous avons commencé avec les comités d'accompagnement pour la régularisation des inscriptions. Mais maintenant, on va le faire systématiquement en utilisant ce type de visioconférence. On invite, on fait une programmation, on dit pour l'étudiant X, ça doit avoir lieu tel jour, ou bien pour un certain nombre d'étudiants tel jour. On prend contact avec les encadreurs, les promoteurs, les membres du comité d'encadrement, et puis on organise la présentation des rapports. Il y a des critiques, il y a des commentaires, il y a des contributions. Et toute la session. Donc, pour l'étudiant, il y a des commentaires qui auront été faits. Donc, ce n'est plus le cas où on donnait un mémoire ou bien un rapport à un promoteur, il prend 3 mois, il prend plus, il donne des commentaires. Non, ici, c'est vraiment en temps réel. L'étudiant fait la présentation aujourd'hui en ligne et peut-être 1 heure après, il a déjà reçu, ou disons pendant la journée, il a reçu la vidéo sur la présentation et les commentaires qui ont été faits. Et donc, il peut commencer à se préparer pour la prochaine, pour la présentation suivante qui se tient le trimestre suivant. L'autre activité, des journées de l'école doctorale qu'on appelle les doctoriales sont organisées à la fin de chaque année académique. Il faut mettre ça dans le programme. On l'a fait, on ne l'a pas fait. Vous savez, comme l'école a un modèle qui fait intervenir des gens qui sont ici, d'autres qui sont à l'extérieur, c'était difficile de dire on fait venir tout le monde ici pour le faire. On a fait avec les étudiants qui bénéficient des bourses de l'ARES. Lorsqu'une équipe de l'ARES était venue ici, on en a profité pour faire cela au CELA. Pour d'autres, quand les promoteurs sont partis en mobilité, ils ont fait ça là-bas en Belgique. Pour d'autres, il faut le faire peut-être en ligne, mais on va trouver, ça sera dans le programme et il faut trouver les méthodologies les mieux appropriées pour réaliser cette activité. L'autre résultat, au moins des articles sont publiés par les doctorants dans des revues internationales. Il faut mettre ça. À quel moment il doit avoir publié ça? Bien sûr, avant d'être autorisé pour présenter la thèse. Et ça, c'est là. Mais on peut dire, on commence à faire le suivi avant pour être sûr que l'étudiant est encouragé à identifier les revues qu'il faut, l'étudiant est encouragé à finaliser, à soumettre, ainsi de suite. La dernière activité, évidemment, c'est la défense privée et la finance publique des thèses sont organisées. Là aussi, il faut les mettre dans le programme. Donc, voilà en ce qui concerne le programme de mise en œuvre des activités de votre projet. Donc, on commence par des informations qui viennent du cadre logique. Ce sont d'abord, on le fait par objectif spécifique. On regarde, première colonne, quels sont les résultats attendus. Deuxième colonne, quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer l'état de réalisation de ces résultats. Troisième, quelles sont les activités qui doivent être mises en œuvre pour arriver au résultat attendu et un résultat qui sera mesuré par l'indicateur qui est donné dans le tableau. Et ces informations viennent du cadre logique. Donc, vous voyez un peu le lien entre le plan de mise en œuvre
et le cadre logique. Et le cadre logique lui-même est lié à l'analyse SWOT. Nous avons vu que dans les hypothèses du cadre logique, on récupère les opportunités, les menaces qui viennent de l'analyse SWOT. Donc ça, c'était le plan. Et puis, bien sûr, il faut mettre la colonne sur les responsabilités. Qui est responsable de quelle activité? Parce qu'après, quand vous allez évaluer, chacun doit rendre compte. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, on passe maintenant au plan de suivi et d'évaluation du projet. Toujours pour l'objectif 1, nous avons mis en place le plan de mise en œuvre. Maintenant, comment on va faire le suivi et comment on va évaluer la mise en œuvre des activités? Je vous donne ici le tableau. Alors, vous voyez que les deux premières colonnes qui reviennent ici, je crois que... oui, bon. Les deux premières colonnes, normalement, c'est les colonnes qui sont dans le plan de mise en œuvre. Alors, première activité, premier résultat attendu, chaque doctorant a validé les 180 heures de crédit minimum. Quel est l'indicateur? Je m'excuse, ici on a fait une erreur, j'ai pris un indicateur qui n'était pas là. C'est l'indicateur qu'on avait, l'indicateur ici, c'est l'indicateur qu'on a dans le programme, le plan de mise en œuvre, et c'est l'indicateur qui vient du cadre logique. C'était, je crois, le nombre de doctorants qui ont validé l'ensemble des crédits. Alors, maintenant, ça, c'est ce qui vient des deux premières colonnes, c'est ce qui vient du plan de mise en œuvre. Maintenant, quels sont les autres éléments qu'on cherche ici? Nous devons avoir, d'abord ici, ce qu'on appelle les bases de référence, en anglais baseline. On veut savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport à ces résultats, où est-ce qu'on se trouve au moment où on commence la mise en œuvre. Au moment où on commence la mise en œuvre, ici, on a parlé de résultats, c'est le doctorant a validé le nombre de crédits. Alors, au moment où on commence la mise en œuvre, donc au début de la première année, évidemment, il n'y a rien, aucun étudiant n'a encore validé des crédits parce qu'ils n'ont pas encore commencé à étudier. Donc, on est à zéro. Maintenant, ici, on prend la situation, ça s'appelle le chronogramme, première année, deuxième année, troisième année, et on cherche des cibles. Les résultats auxquels on doit arriver à la fin de la deuxième, à la fin de la troisième. Ce sont des cibles qu'on doit... Oh là là, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Levez les micros, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit. Donc, les deux premières colonnes viennent du plan de mise en œuvre. Et pour le plan de mise en œuvre, ça vient du cadre logique. Donc voilà, on est ici avec les deux premières colonnes du plan de mise en œuvre. Je m'excuse pour l'indicateur ici, c'est pas ça. L'indicateur qu'on avait vu, c'est tous les doctorants ont validé l'ensemble des crédits qui est exigé. Alors ça, c'est ce que ça on connaît, ça vient du plan de mise en œuvre. Maintenant, voilà ce qu'il y a de nouveau. D'abord, on doit savoir la situation de départ avant de commencer notre suivi, évaluation. La situation de départ, on se met au début du projet. Au début du projet, et pour ce projet-ci, où les résultats sont les nombres de crédits validés, au début du projet, il n'y a aucun docteur qui a validé les crédits parce qu'il n'a pas encore commencé à étudier. Maintenant, on va maintenant nous-mêmes nous donner des cibles pour la première année, deuxième année, troisième année, mais on peut aussi encore décliner ceci en premier semestre, deuxième semestre, pour pouvoir vérifier. Alors ici, on a pris comme cible, à la fin de la première année, 50% des doctorants ont validé 60% de tous les crédits pour la formation et la recherche. Donc, on se donne cette cible-là, et puis, à la fin de la première année, on sera en mesure d'évaluer, de dire cette cible a été atteinte ou non, et puis on tire les leçons pour voir comment modifier ou raffiner la stratégie qu'on utilise. On dit à la fin de la deuxième année, 80% auront validé. Ça aussi, après, on va suivre. On va regarder, est-ce que c'est fait, voilà, on a des cibles pour... Parce que le résultat attendu, on avait donné un nombre, et on dit à la fin, on a 6. Mais ici, maintenant, ce sont des cibles, des résultats intermédiaires.
qu'est-ce qu'on aura à la fin de la première année? Qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin de la deuxième année? À la fin de la troisième année, on doit avoir le résultat attendu. Alors ici, j'ai mis 80%, mais dans le résultat, on avait dit l'ensemble. Donc, on peut harmoniser et dire l'ensemble. De toute façon, ce sont des cibles qu'on doit utiliser pour suivre l'évolution de l'étudiant. Les autres éléments qui viennent, c'est les sources de vérification. Comment on vérifie que la cible de la première année a été atteinte? Il y a des rapports qui sont organisés. L'étudiant ou le doctorat doit présenter des rapports sur l'état d'avancement chaque trimestre. Donc, on prend le rapport du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième, quatrième trimestre. En mettant tout ça ensemble, on a la source qui nous dit si la cible a été atteinte ou non. Donc, ce sont des rapports sur l'état d'avancement de l'étudiant, des rapports trimestriels qu'on va mettre ensemble. Donc, ceci nous permet aussi de faire, au lieu de faire un suivi, de se donner des cibles par an, on peut se donner des cibles à la fin du trimestre. Parce qu'à la fin du trimestre, l'étudiant aura fait un rapport sur l'état d'avancement. Et ce rapport dira quels sont les crédits qu'il a déjà validés. Et donc, au lieu de prendre les cibles pour une année, on peut prendre pour un trimestre. Et puis, on vérifie dans son rapport qu'il présente avec les commentaires du comité d'accompagnement, des promoteurs, est-ce qu'il a atteint ça, est-ce qu'il n'a pas atteint, comment on va l'aider à le faire et tout ça. Donc, ça, c'est la source de vérification. Maintenant, il y a la colonne qui revient sur les hypothèses. Ça, encore une fois, c'était dans le cadre logique. Ce sont les hypothèses qui ont été identifiées dans l'analyse SWOT des opportunités et les menaces. C'est-à-dire, même si on fixe ces cibles-là, il faut qu'on les cible, on les fixe de façon réaliste, réalisable, en tenant compte des hypothèses, des risques qui sont là ou des opportunités. Donc, ce n'est pas défini, les cibles ne sont pas définies comme ça de façon au hasard, non. On les définit de façon réaliste, en tenant compte des hypothèses qui peuvent influencer ces résultats dans un sens ou dans l'autre. Voilà donc comment se présente le tableau du plan de suivi et d'évaluation du projet. Donc, les deux premières colonnes viennent du plan de mise en œuvre. Et puis, on regarde d'où est-ce qu'on part, parce que pour fixer pour fixer les cibles, il faut voir où est-ce qu'on est au départ et quelles sont les hypothèses pour pouvoir donner des cibles qui soient réalistes et réalisables. Donc, on regarde la situation du départ. Pour un autre projet, on peut voir qu'on part d'une situation où on est à 30%, où on est à ceci, et dépendant du projet. Donc, cette baseline, c'est très important. Et puis, on fixe les cibles en tenant compte du baseline, d'où est-ce qu'on vient, en tenant compte aussi des hypothèses, quels sont les risques, quelles sont les opportunités pour réaliser ces cibles. Et puis, maintenant, les sources de vérification, pour ce cas-ci, ce sont les rapports trimestriels de présentation de l'état d'avancement par l'étudiant. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce plan, on doit l'appliquer aussi à toutes les activités, tous les résultats qu'on avait vus pour le plan de mise en œuvre. Donc, ici, on a donné comment le tableau se présente, mais on a mis seulement le premier résultat. Maintenant, il faut aller dans les autres résultats qu'on a indiqués dans le plan de mise en œuvre. Et pour chaque résultat, on fait le baseline, on donne des cibles et puis on donne les sources de vérification. Voilà, je vais arrêter ici. Je vous remercie beaucoup. Et donc, on peut poser des questions, on peut interagir, faire des commentaires, et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup. Lambert? Oui, je suis là. Oui, maintenant, vous pouvez... Celui qui veut intervenir, poser des questions, peut lever la main. Je vois M. Roger Mohindo. Oui, Roger. Roger, vous pouvez activer votre micro et intervenir. Oui, merci pour la parole, professeur. Merci aussi pour l'exposé très enrichissant. Sur ma question, je voudrais revenir sur le dernier tableau sur le plan des suivis. En fait, je voudrais savoir, nous ne sommes pas dans les domaines de la gestion de projet.
Alors, nous aimerions savoir comment est-ce qu'on doit tenir le plan de suivi pour essayer un peu de suivre régulièrement les activités qui ont lieu au courant du projet. Comment est-ce qu'on les tient? Est-ce qu'on les tient régulièrement chaque jour ou on affiche ça dans dans les bureaux? Des fois, je vois beaucoup de papiers qui sont imprimés là où il y a beaucoup de synthèses. Alors, comment est-ce qu'on doit les tenir pour nous permettre un peu de savoir pratiquement qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous avons affaire à ce genre d'outils? Merci beaucoup, professeur. Très bien. Normalement, le plan de suivi donne, comme je disais, le résultat auquel on doit arriver, l'indicateur qu'on doit utiliser pour mesurer la réalisation des résultats, l'activité qu'on doit mettre en œuvre pour arriver à ces résultats. Alors, l'activité, d'abord, il faut la planifier. Si on dit l'activité se tiendra à la fin du premier trimestre, bon, il faut quand même planifier cette activité. Si c'est un atelier, il y a des gens à inviter, il y a des notes conceptuelles peut-être à rédiger, il y a des salles à louer, c'est toute l'organisation qu'il faut mettre en place. Et puis maintenant, il y a la liste des personnes qui ont la responsabilité sur cette activité. Il faut les impliquer. Et donc, ensemble, maintenant, vous dites, ça dépend de chaque activité. Si c'est un atelier qui se tient dans un mois, dans 3 mois, voilà, vous mettez d'accord, on commence la préparation à tel moment. Et cette préparation, il y a ce qu'on appelle une checklist. Vous dites, nous devons, l'atelier se tient le 15 novembre. Donc, nous commençons la préparation 2 mois après. 2 mois avant, pardon. 2 mois avant, on commence par une note conceptuelle qui va expliquer un peu ce qu'on veut faire et puis montrer que les résultats auxquels on veut arriver sont en adéquation avec ce qui est prévu et tout. Alors, vous identifiez les participants, vous identifiez, il y a des lettres d'invitation qu'il faut. Donc, c'est toute l'organisation, mais avec une checklist. Tel jour, on aura déjà fait ça. Tel jour, on aura fait ça. Et puis, donc, le jour de l'atelier arrive, vous êtes prêts. Vous faites l'atelier. Vous savez qu'après l'atelier, tel jour, il faut sortir le rapport. Et vous le faites, mais vous travaillez étroitement avec l'ensemble de l'équipe qui a la responsabilité sur l'activité. Merci beaucoup. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'organiser la mobilité de quelqu'un en France, à Dar es Salaam, et là, les dates de la mobilité sont fixées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la demande de visa, il y a la demande d'autorisation de voyage, il y a l'achat des billets, il y a ceci, cela. Vous faites une checklist. Ça doit être fait à tel moment parce que si ce n'est pas fait, si le visa est demandé en retard, mais le voyage ne peut pas avoir lieu, s'il y a ceci, on ne peut pas avoir ça. Et vous faites une liste, checklist par activité, et vous impliquez ceux qui sont responsables de l'activité et vous le faites ensemble. Il y a Ferdinand Kaenga. Tu as levé la main, tu peux intervenir. Oui. Oui, Ferdinand. Ferdinand, vous pouvez activer le micro. Ferdinand, vous pouvez activer votre micro si tu nous reçois moins. Ça se déconnecte?
S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, sinon, Ferdinand, je vois que ça ne tourne pas. Je suis venu chez Lambert parce que chez moi, il y avait un petit souci. Ferdinand, vous avez la parole. Hein? En attendant qu'il active son micro, peut-être quelqu'un d'autre? Une question. Il y a une question sur message de Mohimundo. Il dit bonjour. Il y a un membre de mon comité d'accompagnement qui m'a exigé une lettre administrative qui l'assigne à cette tâche. Est-ce que la direction de l'école doctorale prévoit cela? Je crois que monsieur le directeur peut répondre à cette question. Oui, vous pouvez me faire un draft et puis nous allons finaliser ensemble et signer. Il n'y a aucun problème. Il y a Audace qui veut intervenir. Oui, Audace. Oui, merci. Merci de m'accorder la parole. Et je voudrais poser ma question, du moins sur tout le cours. Et vous nous avez montré beaucoup comment on peut rédiger son projet et comment on peut le structurer même dans le suivi. Alors, il arrive qu'on peut suivre toutes ces étapes et qu'on essaye d'élaborer un beau projet, bon, du moins lorsqu'on a suivi tout ce modèle, mais que le projet n'est pas, à la fin, n'a pas été retenu. Est-ce qu'il y aurait des astuces beaucoup plus au-delà de ces étapes-là sur lesquelles on peut beaucoup s'appuyer pour que le projet puisse être retenu? Merci. Oui, je crois que, comme on a dit, chaque donateur, il a ses exigences. Il a ses exigences. Et maintenant, comme vous avez suivi ce cours, et puis j'espère que nous allons former une équipe. Ce que nous, on avait prévu, après ce cours, nous allons préparer quelque chose comme un guide sur l'évaluation, sur l'élaboration des projets. Nous allons bien sûr prendre quelques études de cas de ce que vous aurez développé. Alors, si par exemple, avant de soumettre votre projet au donateur, vous partagez avec nous, nous pouvons donner quelques conseils pour, compte tenu de ce qu'on a fait, compte tenu des expériences passées et tout, nous pouvons aider à finaliser le projet. Voilà. Oui, Ferdinand, tu peux essayer de nous rattraper maintenant. Ferdinand, on ne te reçoit pas. Peut-être qu'il y a un petit souci chez toi de votre côté. Au niveau de votre micro reste toujours inactif. Ferdinand, il faut activer le micro.
De notre côté, c'est activé, mais apparemment, tu parles, on ne te reçoit pas. Quelqu'un d'autre en attendra peut intervenir avant que Ferdinand puisse régler ce petit souci. Oui, il y a Roger encore qui revient. Oui, Roger. Oui, merci, professeur. Je voudrais, en fait, ces rapports avec le plan de l'école doctorale tel que ça a été présenté. Je voudrais savoir si, par exemple, le fait que la composition des équipes d'accompagnement traîne à être effective pour certains doctorats ne peut pas empêcher, par exemple, la réalisation ou l'atteinte des objectifs assignés au projet et le résultat attendu. Et vous savez, quand j'ai fait la présentation sur l'analyse SWOT de l'école doctorale, parmi les faiblesses de l'école, et ça c'est un facteur interne, il y a le fonctionnement du conseil pédagogique et scientifique. C'est inefficace, ça ne marche pas. Normalement, la procédure, si vous regardez le règlement académique, c'est l'étudiant et son copromoteur et ses copromoteurs qui proposent des membres du comité d'accompagnement. Et ce comité doit être approuvé ou validé par le conseil pédagogique et scientifique. Ce conseil, pour le moment, ne fonctionne pas. N'arrive pas à avoir le quorum. Et s'il n'y a pas de quorum, on ne peut pas prendre des décisions. Ce n'est pas seulement la composition des comités pédagogiques, mais aussi la sélection pour la troisième cohorte. On devait faire la sélection depuis le mois de mars. Et on a tenté de faire plusieurs réunions pour qu'ils viennent. Nous avons les fiches qui sont... Nous avons fait l'évaluation, nous avons la situation en main. Donc, c'est juste dire, voilà, tel étudiant remplit tous les critères, on le propose pour autorisation d'inscription. C'est ça qu'on leur demande. Mais ils ne se réunissent pas. Et je crois que ça va changer parce qu'il y a de nouvelles exigences qui sont là et ça va changer. Mais pour le moment, vous travaillez avec votre comité et comme on a dit la dernière fois, il faut que tous les comités puissent se réunir au moins en ligne, donner juste un avis pour dire nous sommes satisfaits de l'état d'avancement. Avec ce rapport, moi, je vais écrire au directeur académique pour autoriser les inscriptions et la régularisation des inscriptions qui n'ont pas été faites. Et alors, si on ne peut pas les réunir en ligne, demander à chacun de donner un avis individuel sur un rapport sur l'état d'avancement de votre travail. Donc, ça ne peut pas bloquer. Ce n'est pas parce que ce conseil ne fonctionne pas que l'école doit être bloquée, non. Mais c'est une faiblesse, ça crée des problèmes, mais nous allons avancer. Donc, pour vous, proposez à travers vos copromoteurs, proposez que le conseil, le comité d'accompagnement se réunissent en ligne, vous faites une présentation comme on fait maintenant, ils donnent leurs avis, nous allons enregistrer tout ça. Après, sur la base de cela, nous allons autoriser l'inscription et la régularisation des inscriptions. Si ce n'est pas possible, que chacun fasse un commentaire individuel. Voilà. Avant que Didas intervienne, il y a encore Mundu qui envoie un message. Elle dit « Merci, monsieur le directeur. Une autre question. Un des critères de sélection fréquemment exigés lors des appels à mobilité, c'est la disponibilité d'un professeur qui accepte par écrit qu'il va encadrer le doctorat en mobilité dans l'institution d'accueil. Comment l'école doctorale compte appuyer un doctorat en recherche d'un encadreur dans l'institution d'accueil? Il sera facile si le promoteur reste dans l'université d'accueil, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ça son intervention. Bon, d'abord, comme vous savez, le modèle que nous utilisons exige que vous ayez un promoteur d'ici, parce que ça c'est requis, ça c'est dans le décret, on ne peut pas changer, sauf si on révise le décret, sinon vous devez avoir un promoteur de l'Université du Burundi et un promoteur de l'extérieur. Alors, il y a des doctorants qui avaient eu des difficultés
pour identifier un copromoteur à l'extérieur qui puisse accepter de diriger? D'abord, moi, je trouve ça un peu difficile que vous ayez un promoteur ici. Normalement, c'est lui qui devait chercher parmi ses collaborateurs, c'est lui qui devait dire, écoutez, je dirige un étudiant sur un sujet d'intérêt commun entre vous et moi, est-ce que vous pouvez? Mais il y en a qui n'ont pas pu le faire et qui sont venus. Moi, j'ai trouvé des copromoteurs pour au moins 15 doctorants qui me l'ont demandé. Ce n'est pas normal. Moi, je suis, par exemple, sciences de l'éducation, disons, en biologie. Moi, je suis un professeur de physique mathématique. Vous me demandez de trouver, mais je n'ai pas de collaborateurs de ce côté-là. Mais on écrit officiellement comme directeur de l'école, on explique les exigences, on explique ce qui est attendu, et on a pu le faire. Maintenant, la plupart des étudiants qui vont en mobilité, en tout cas en Belgique, ils vont dans les départements du copromoteur là-bas. Mais on a eu le cas avec les étudiants qui ont bénéficié des bourses de la coopération française gérée par l'AUF, qui sont partis au Sénégal, qui sont partis au Bénin, qui sont partis ailleurs en Belgique, en France, qui n'avaient pas de copromoteurs. Mais nous avons pu leur trouver des copromoteurs. Parce que nous collaborons aujourd'hui avec 80 universités au monde, 80 universités, centres de recherche internationaux et aussi des partenariats public-privé. Il y a par exemple quelqu'un qui travaille avec la Chambre de commerce, je crois, de Bretagne en France, mais nous avons des accords avec eux. Nous avons des laboratoires en Tanzanie, Kilimanjaro Research Institute, nous avons au Bénin, nous en avons un peu partout. Donc, en utilisant tout ce partenariat, moi, je peux garantir à tout le monde que si vous avez besoin d'un copromoteur ou bien d'un laboratoire d'accueil ou de quelqu'un qui vous accueille, on va le faire. Didas, tu peux intervenir maintenant. Ok, merci de la parole accordée. Moi, c'est une question de curiosité. Est-ce que l'école doctorale aurait un budget pour financer les projets de doctorat? Ça, c'est une bonne question. Non, nous avons un budget qui nous est alloué par l'Université du Burundi pour le fonctionnement et pour un certain nombre d'activités. Par exemple, nous pouvons, vous savez, je vous ai montré le plan de mise en œuvre. Il y a par exemple un certain nombre d'ateliers qui sont exigés. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Et pour ça, nous avons fait une demande, nous avons un budget pour ça. Mais il y a aussi, et c'est pour ça qu'on est en train de faire ça, des possibilités de chercher des financements ailleurs. Parce que si vous dites l'école de droit doit tout financer, nous n'avons pas ces financements. Mais nous pouvons ensemble, à travers Erasmus+, à travers je ne sais pas quoi, nous renforcer nos capacités pour aller chercher ça. Nous avons pu, à travers des petits financements que nous avons eu de l'ARES, par exemple, financer des travaux de recherche sur le terrain. Pas uniquement pour les gens qui bénéficient des appuis de l'ARES, mais pour tout le monde. Mais c'est toujours insuffisant. Mais quand il y a des activités qui sont identifiées, c'est là où le plan de travail, le plan d'activité est aussi important. Parce qu'il y a eu des situations, quelqu'un arrive avec son promoteur, dit demain nous devons être à Muyinga, il faut donner les frais d'émission, il faut donner les transports. Ce n'est pas comme ça ici. D'abord, nous devons nous-mêmes faire cette programmation. Nous devons écrire au directeur financier de l'université pour le déblocage des fonds. Parfois, surtout aujourd'hui, il y a des situations où ils doivent demander l'autorisation du ministère des Finances quand il s'agit, par exemple, des activités liées à la recherche. Peut-être qu'ils ne sont pas familiers avec ça. Donc, il y a toute une procédure et tout ça, ça exige qu'il y ait une planification. Qu'on nous dise 3 mois, 6 mois avant, l'étudiant, dans le cadre de son plan de travail, voudrait faire telle activité. Maintenant, ensemble, nous allons voir si nous avons des possibilités internes, on va le faire. S'il n'y en a pas, où est-ce qu'il faut chercher? On va chercher. Mais la planification est importante. On ne peut pas venir aujourd'hui et dire demain je dois avoir ceci, demain je dois faire. La procédure administrative ici est lourde et c'est imposé par parfois le fonctionnement de l'État.
Donc, nous avons quelques petites... Et puis, vous savez, la dernière fois, on avait identifié au sein de l'Université du Burundi des fonds. En plus de notre budget de l'école doctorale, il y avait eu des fonds pour financer des travaux de recherche. Ces fonds, d'abord, c'était un budget assez important, 100 millions. Après, ça a été coupé à gauche, à droite, parce qu'il y avait d'autres priorités. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Et bon, il y a une liste qui a été retenue par le recteur. Mais quand ils ont voulu payer, je crois qu'au niveau des finances, ils posent un certain nombre de conditions. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette phase-là, je n'ai pas été mis en copie. Mais donc, on essaie de trouver des moyens, mais il faut... D'abord, parfois, il y a des modalités de fonctionnement qui retardent des choses, mais il faut aussi que l'activité soit planifiée et annoncée longtemps à l'avance pour que nous ayons le temps de chercher. Voilà. Oui, il y a Kivambi, Clément, tu peux intervenir. Ok, merci. On vous écoute, on vous reçoit très bien. Connaître la différence éventuelle entre projet et programme. Puisque des fois, quand nous lisons certains documents, on parle de gestion d'un programme ou un projet. C'est vrai, j'ai pu noter quelque part que le programme peut comprendre plusieurs projets, mais je ne comprends pas très bien la différence. Dans notre formation, si nous sommes en train de parler plus de la gestion de projet, et je ne sais pas quelle est la différence exacte entre projet et programme et quelles sont les implications qu'il peut y avoir du point de vue gestion du cycle, puisqu'on parle plus de gestion du cycle de projet. Alors, est-ce qu'on peut avoir aussi des implications du point de vue gestion du cycle de programme? Et dans notre cas ici, par exemple, est-ce que les hypothèses ou, je ne sais pas, les éléments baseline peuvent être les mêmes quand il s'agit de programmes et quand il s'agit de projets? Je m'excuse, mais je pense que la question peut être... Non, la question est claire. Hein? Le projet, quand on parle de projet, c'est limité, c'est très court dans le temps. En général, c'est 4 à 5 ans, un projet. Et quand ça se termine, il n'y a pas d'assurance que ça va être renouvelé. C'est quelque chose, si vous voulez, de ponctuel dans le temps qui dure à peu près 4 à 5 ans. Un programme, c'est plus loin. On parle de programmes décennales, on parle de programmes, ça va vers 10 ans. Mais même là, ça ne veut pas dire qu'on te donne tout de suite des financements pour 10 ans. Non, ça peut être approuvé pour 10 ans, mais vous mettez en œuvre d'abord pour 5 ans. Après, il y a une évaluation, parce que la situation peut changer. On peut réorienter, on peut diminuer les ressources. Donc, la différence, c'est dans la durée. C'est dans la durée. Un projet, c'est en général 3 à 5 ans. Un programme, c'est plus long. En général, on parle de programme décennal et voilà. Il y a François, mais avant que François intervienne, il y a un message d'Henri qui nous dit que les fonds de recherche ont finalement été débloqués. Je ne sais pas si c'est une contribution ou bien c'est une information, je ne sais pas. Peut-être vous pouvez expliquer quelle est la situation. Vous pouvez désactiver le micro et puis expliquer. Henri? Oui, bonjour, monsieur le directeur, merci. C'est que par rapport à votre intervention précédente, vous parlez des frais de recherche. Donc, vous parlez des difficultés qui ont émaillé ce processus. Et d'après les informations que j'ai, je pense qu'avant-hier, finalement, les bénéficiaires de ces fonds, ils ont eu. Voilà, donc c'était une contribution par rapport à ces fonds de recherche où le déblocage apparemment avait duré d'un autre. Voilà, merci. Vous voyez, vous êtes en avance sur nous. Hein? Moi aussi, c'est une information que j'ai fait. Parce que même les bénéficiaires ne m'ont pas informé. J'ai seulement, j'ai eu l'information parce que je n'avais cette information de nulle part. Heureusement que j'ai pu avoir cette information que les fonds étaient débloqués. Ça doit être des... Non, parce que ces financements ont été accordés dans le cadre de la formation doctorale. Donc, c'est très important qu'ils nous donnent l'information. Il y a, comme je disais, il y a eu des problèmes. Hein. Au début, il y avait un comité qui a été mis en place pour sélectionner. Le comité a rendu son rapport.
Mais après, le rapport a été modifié, le comité n'a plus été impliqué, il y a d'autres décisions qui ont été prises et les bénéficiaires, la liste a changé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais au moins, ceux qui ont bénéficié de ces financements doivent nous donner l'information pour qu'on puisse l'intégrer dans le suivi des activités de l'école doctorale. Parce que c'est dans ce cadre que ça a été donné. On ne peut pas attendre que les fonds soient épuisés et puis nous dire « Ah, je ne savais pas que je devais faire ceci, que je devais faire telle enquête. » Non. Je crois qu'il faut qu'ils nous donnent cette information pour qu'on puisse dire « Il y a telle activité qui était prévue, le financement a été accordé et on regarde quand est-ce qu'il va faire ça, dans quelles conditions, et ainsi de suite. » Je crois que c'est important que ces bénéficiaires puissent nous donner l'information. Effectivement, je pense que dans son module, il y a les bénéficiaires qui sont dans son module. Je pense qu'ils peuvent nous dire comment ils ont reçu l'information ici dessous. Parce que moi, je l'ai reçu d'une manière, j'allais dire, j'ai essayé de tricher pour savoir cette information. Mais dans son les bénéficiaires sont dedans, donc ils peuvent nous dire comment ils ont reçu le message, quand, ainsi de suite. Je vous remercie. Non, maintenant, on va prendre les questions et les commentaires sur la présentation. Mais il y a d'autres modalités qu'ils peuvent utiliser pour nous informer. Oui, Wenceslas. Il y a d'abord François qui avait levé la main avant Wenceslas, et puis François. Oui, bonjour. Je voudrais tout juste intervenir sur l'un des articles du règlement académique de l'école doctorale. De mon humble avis qui fait un peu blocage, le fait qu'on doit avoir un promoteur local et un promoteur de l'étranger. Et oui, le contexte avec lequel on a introduit ça est connu parce qu'il y avait quand même des encadreurs suffisants au niveau national, mais quand même, je propose à ce que cet article soit révisé un peu et de permettre aux promoteurs qui en sont capables d'encadrer à eux seuls, comme ça se fait ailleurs. Oui, au Bénin, pour les étrangers, il y a promoteurs locaux et étrangers, oui, mais quand même dans d'autres universités, pour les nationaux, si le promoteur est capable, vraiment, proposer qu'il soit seul, ça va quand même faire avancer les choses. Parce que l'un des blocages est situé de son côté. Merci. Peut-être il faudrait être un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on va gagner en excluant la communauté internationale dans la formation des doctorants? Qu'est-ce qu'on va gagner en disant que c'est seulement les gens d'ici qui vont diriger des thèses? Nous avons vu les limites dans l'analyse SWOT. Il y a des gens qui n'ont jamais publié dans une revue internationale et vous exigez qu'il dirige un étudiant qui va publier 2 articles dans une revue internationale. On va bloquer les gens qui peuvent bénéficier d'un séjour dans un laboratoire. Moi, je ne sais pas. On va bloquer un professeur qui est aux États-Unis qui peut intervenir en ligne. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Peut-être il faut expliciter. Non. Oui, c'est ça. En fait, je vais quand même expliciter. Donc, cette pratique est agréable. Moi aussi, quand même, j'ai fait ma thèse en Belgique, mais j'avais un comprometteur au niveau local ici au Burundi. Mais pour vraiment les professeurs qui sont reconnus de renommée internationale, leur permettre d'être des promoteurs à eux seuls, mais quand même, on ne peut pas mettre à côté la collaboration et la mobilité. On peut faire des séjours de recherche à l'étranger quand même avec un seul promoteur. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est suite à la question qui a été posée par quelqu'un ici qui a dit que il y a des promoteurs qui sont réticents, donc qui demandent qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que non. Quand même, pour les professeurs de renommée, il faut quand même on les autorise à diriger, à être des promoteurs à eux seuls. Sinon, quand même, la mobilité, c'est vraiment agréable. C'est agréable, en fait. Voilà. C'est probablement, je suis pour cette pratique, mais pour les professeurs de renommée, leur permettre
de diriger en fait le doctorat à SE? Merci. Bon, moi, je crois qu'ici, on parle des cas vraiment concrets. Tous ces promoteurs de l'extérieur, peut-être que les étudiants, les doctorants sont au courant de ça, mais moi, je ne connais aucun promoteur de l'extérieur qui a demandé à être payé ici, ou bien qui a été réticent à collaborer. Tous les enseignants d'ici, qui sont au grade de professeur associé ou professeur ordinaire, sont autorisés par le décret à encadrer une thèse de doctorat. Maintenant, ils peuvent même être les meilleurs au monde, mais il y en a d'autres qui sont dans ce domaine. Et pourquoi on va exclure un étudiant, on va empêcher un étudiant de bénéficier de cette collaboration internationale? Parce que c'est la carrière qu'on bâtit. C'est la carrière qu'on bâtit. Dire que ça doit être exclusivement ici, on a fait l'analyse du SWOT aussi. On a montré pourquoi on a proposé cette méthode. Et je crois que votre intervention doit aussi émerger d'une autre analyse qui nous montre que ce qu'on fait, c'est faible par rapport à ce qu'on devrait faire. Alors, maintenant, donnez aussi le cas de la Belgique comme exemple. Je crois que ce n'est pas parce que la Belgique fait ça, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Peut-être qu'eux, ils ont des enseignants qualifiés. Nous, on n'en a pas. Je vous donne un exemple. Nous avons, et je l'ai donné, et je crois, quand on a fait l'analyse SWOT, vous dites que ce sont des enseignants de rang international. Vous savez qu'aucun enseignant ici ne peut co-diriger une thèse en France. Aucun. Parce qu'il faut le diplôme d'habilitation à diriger la recherche. Personne n'enseigne ici. Personne. Vous prenez le cas de l'espace CAMES, Afrique de l'Ouest. Nous-mêmes, nous sommes dans le CAMES. Mais les critères d'avancement des grades ici sont beaucoup plus faibles que ce qui est appliqué au CAMES. Conséquence, avec votre grade de professeur associé ou ordinaire, vous n'êtes pas éligible pour diriger une thèse au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, ainsi de suite. Vous n'êtes pas éligible. Alors, pourquoi est-ce que nous, maintenant, on doit maintenant, comment on dit, se renfermer, alors qu'aujourd'hui, c'est la collaboration. Aujourd'hui, le contexte international, c'est l'utilisation de technologies, c'est la société de l'économie du savoir, c'est la coopération à travers les réseaux, c'est ceci, cela. Moi je ne sais pas, je ne vois pas l'avantage de dire on exclut les étrangers, on reste entre nous, mais nous-mêmes, quand on ne peut pas aller diriger à l'étranger, on ne peut pas. Vous dites international, niveau international. Il y a des gens qui n'ont jamais publié dans une revue indexée dans des bases de données internationales. Il y en a ici. Prenez Google et cherchez les gens qui sont ici, qui sont dans les cahiers de Kirdes. Ça, ce n'est reconnu nulle part. Vous prenez les trucs de médecine ici, la revue de médecine. Vous allez en droit. Tous ceux qui publient là-bas, allez dans les bases de données. Vous ne trouvez rien. Et puis, vous demandez à l'étudiant de publier plus que ça. Alors, moi, je ne vois pas cette logique-là. Il y a, Audace qui envoie un message, je crois que c'est pour intervenir sur cela. Il dit, ah non, je pense que réviser cet article ne favorisera pas l'ouverture des doctorats au monde extérieur. L'article devrait rester, du moins pour le moment. Je crois que c'est une intervention par rapport aux copromoteurs externes. Vous savez, peut-être toujours sur cette question, aujourd'hui, il y a des universités qui veulent adopter notre modèle, y compris le Nigeria. Au Nigeria, ils ont 12 000 professeurs ordinaires, 12 000. Donc, ils peuvent, quand vous prenez une université comme Lagos State University, ils ont peut-être 1000 ou plus. Ils peuvent diriger, mais ils disent non, votre modèle est efficace. Regardez aussi au niveau des résultats. Regardez le cas du Kenya. Le Kenya a 64 universités, je ne sais pas combien de professeurs, mais au niveau des résultats, par rapport à ce modèle, nous faisons mieux. C'est une école qui va être classée parmi les meilleures d'Afrique. Et vous voulez qu'on fasse encore marche arrière? Ça n'a pas été facile déjà pour faire accepter ce modèle. Maintenant, on commence à avoir des résultats et vous dites qu'il faut faire marche arrière. Non, moi je crois que peut-être les doctorats qui suivent, en tout cas, moi, les doctorats qui sont formés peut-être peuvent se prononcer s'ils préfèrent être dirigés par uniquement quelqu'un d'ici ou si cette ouverture est nécessaire ou pas. Peut-être à vous de vous exprimer. Avant que Wenceslas et Diamongo interviennent, je vois aussi le projet qui lève la main. Il y a encore un message de François Neila Guigé qui dit « Je suis pour de ce qu'on fait chez nous, mais
quelques exceptions peuvent avoir lieu. OK, on peut avancer. Wenceslas, si vous pouvez activer votre micro. Merci, merci monsieur le directeur, merci monsieur le facilitateur pour m'avoir accordé la parole. En fait, quand je levais la main, c'était peut-être que je constatais qu'on était dans les divers en rapport avec spécialement le fonctionnement de l'école doctorale. Alors qu'à mon avis, surtout, moi, ce que je veux, je pense que le but du cours, c'est de nous amener à avoir des compétences pour pouvoir élaborer des projets, et surtout, non seulement avec l'école doctorale, mais aussi dans la vie courante. Et je pense que peut-être toutes ces réactions, c'est parce que vous avez donné un exemple en rapport avec le fonctionnement de l'école doctorale. Qu'à cela ne tienne, et moi, ce que je veux savoir, c'est surtout, hier, j'avais donné un exemple d'un projet que je peux réaliser en rapport avec la formation continue des enseignants. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que si on élabore un projet qui est en dehors, comment dire, je peux élaborer un projet alors que je ne suis pas le responsable. Quand je fais un projet en rapport avec la formation continue des enseignants, vous savez, je n'ai pas d'autorité à pouvoir mettre en œuvre ce projet. Je veux savoir alors si on ne peut pas réaliser un projet dont on n'est pas l'exécutant. Si c'est ainsi, alors comment faire en même temps un plan de mise en œuvre du projet et un plan de suivi et d'évaluation du projet alors qu'on n'est pas l'exécutant? Est-ce qu'on peut réaliser un projet qu'on peut vendre à quelqu'un qui apprécie la pertinence du projet ou qui peut dire, vous avez élaboré un projet et je me permets de, comment dire, je m'engage à pouvoir mettre en œuvre ce projet. Oui, je crois qu'on peut faire toutes sortes de projets. Ça peut être un projet individuel, un projet institutionnel, un projet de recherche, ainsi de suite. Mais la faisabilité du projet, c'est ça les éléments, les hypothèses, les risques. Vous allez développer un projet et vous n'êtes pas impliqué. Quelles sont les assurances que vous avez que ça va être mis en œuvre? Parce que vous dites, moi j'ai fait, ça sera mis en œuvre par X qui est à Kirundo. Et s'il ne fait pas? Peut-être qu'il n'a même pas d'engagement, peut-être que ça ne l'intéresse pas, peut-être. Parce que le bailleur va regarder tout ça. Il veut donner son argent, mais s'assurer que ce projet sera réalisé, les objectifs, les résultats seront atteints. Parce que ça, lui, quand il donne l'argent, il doit aussi rendre compte. Pourquoi vous avez donné cet argent? Parce que ça contribue à ces objectifs. Maintenant, vous faites un projet, mais vous n'avez aucun contrôle sur le projet. Mais c'est beaucoup de risques. Des éléments d'analyse, des hypothèses vont vous mettre vraiment en difficulté. C'est comme si, par exemple, on est en train de faire, on a fait le projet école doctorale, vous faites, et puis vous dites, OK, mais quelqu'un qui est là-bas, il va venir mettre en œuvre. Peut-être qu'il ne comprend même pas, peut-être que ça ne l'intéresse pas. Et pourquoi est-ce que maintenant, quelqu'un qui veut soutenir, va soutenir quelque chose, un projet pour lequel il ne voit pas la faisabilité, il y a beaucoup de risques, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Yamon, tu veux intervenir? Oui, merci beaucoup, professeur, pour la parole. Je reviens à l'argument de notre collègue qui voudrait que l'on puisse changer le style de promotion, d'encadrement des doctorants. Si je prends par exemple l'exemple du Nigeria, comme l'a dit le professeur, je crois que même quand l'Université du Burundi sera au standard d'avoir des professeurs habilités à diriger eux-mêmes la thèse, dans le cadre d'internationalisation des diplômes. Vous pouvez continuer? Continuez. C'est sa connexion qui fait défaut. Ah, d'accord.
ou bien on prend quelqu'un d'autre, dès que la connexion revient, vous revenez? Oui, il y a Roger qui avait levé la main aussi. Oui, merci pour la parole. En fait, intervenir par rapport à cette préoccupation. Donc, pour essayer un peu de donner mon avis par rapport à la suggestion que notre ami a essayé de donner, que peut-être qu'on voit comment les systèmes d'encadrement, donc Et moi, personnellement, je pense que je suis en train de voir que avec ces systèmes-là d'encadrement, avec un promoteur de l'extérieur, mais aussi celui du Burundi, ça vous met en face une expérience très enrichissante en termes d'encadrement scientifique. Là, donc, vous profitez de l'expérience des uns et des autres, donc en provenance de différents contextes. Et pour moi, je pense même si l'Université du Burundi allait avoir tous les grands professeurs pour être capable de diriger seule la thèse, pour moi, je pense que ça serait vraiment mieux qu'on reste ouvert au monde pour essayer un peu de profiter au maximum les uns à côté des autres. Moi, j'ai essayé un peu de voir, avec les cours que nous sommes seulement en train d'organiser en ligne, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde déjà cet échange, déjà les séminaires que nous suivons, dans cette perspective de globalisation au niveau de l'éducation, déjà, c'est très important et c'est très formatif. Moi, je pense qu'il faudrait encourager d'aller toujours de l'avant dans cette même perspective, quelles que soient les capacités des professeurs que nous aurons. Merci beaucoup, c'était ce que je voudrais dire. Merci pour la contribution. On prend le suivant. Je ne sais pas si Yamongo nous écoute. S'il peut terminer son idée de sa question. Vraiment, je ne le vois même pas. Non, quand David sera reconnecté, il fera son intervention. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions. Il est 11h43. On a déjà débordé le temps. Convenu, mais comme c'est le dernier, la dernière leçon, je crois qu'on est prêt à prolonger un peu pour échanger. Didas a un commentaire à faire. Allez-y, Didas, oui. Allô? Oui, on vous entend. OK, merci. OK, merci de la parole accordée. Je voudrais m'exprimer sur l'inquiétude de François. Je pense qu'on ne peut rien en collaborant avec d'autres universités, d'autres professeurs de l'étranger qui aident à diriger les thèses. Cela qui se trouve ici. Pour moi, personnellement, je ne vois aucun problème. OK, très bien. Je pense qu'on peut aussi ajouter l'expérience au niveau de l'enseignement. On a besoin d'autres expériences. Donc, les copromoteurs, l'expérience au niveau de l'enseignement, au niveau de la direction des thèses aussi, mais aussi au niveau de la culture. Donc, on apprend aussi à partir de la culture des autres. Je vais donner un exemple. L'exemple du Centre d'excellence sur les STEM de l'Université de l'État de Lagos, dont je suis maintenant président du comité international. Au mois de mars-avril, il y a plusieurs cours qui ont été organisés en ligne avec presque 50 experts internationaux des États-Unis, du Ghana, du Nigeria, du UK, ainsi de suite. Moi, j'étais parmi ces gens. Alors, ils m'ont demandé, ils disent, comme il y a des doctorats de l'Université du Burundi, amener aussi des professeurs du Burundi, des encadreurs, pour qu'ils puissent participer dans ces formations.
Mais vous savez la condition, il fallait avoir au moins 70 publications. Voilà, il fallait au moins 70 publications. Il n'y a personne qui a ça ici. Personne. Alors que là-bas, je crois qu'il y a des gens qui ont suivi ce cours. Je me rappelle Roger, je me rappelle Françoise, il y a Wenceslas, c'était là, je me rappelle David, il y a beaucoup d'autres. Quand on présentait les gens, mais vous voyez que c'est vraiment, on a passé profil ici. Je me rappelle le recteur de l'université d'Ibadan, ancien de la Terre. Il y a Christian qui avait posé des questions à la fin, mais ce monsieur, il a une centaine de publications. OK, beaucoup, la 250. Il y a la dame qui a parlé sur comment écrire en anglais de l'université de Sokoto. 80 publics. Donc, personne n'avait moins de 70. On m'a dit, amène maintenant ton équipe. Il n'y en avait pas. Maintenant, nous sommes en partenariat avec cette université, Lagos State University, le centre d'excellence, et c'est moi qui suis président. Mais on n'a personne pour amener là-bas. Maintenant, on va dire, on ne veut pas collaborer parce qu'on veut avoir seulement des gens de chez nous. Je crois qu'il faut... Aujourd'hui, la tendance, c'est ouvrir. Nous sommes dans la société de l'économie du savoir. Ce n'est pas avec l'agriculture, avec les mines qu'on va se développer. Non, aujourd'hui, on considère que c'est avec les connaissances, c'est avec la recherche qu'on peut faire la recherche avancée, qu'on peut faire les ODD. Et donc, si on dit, on prend seulement les gens d'ici, mais on s'auto-exclut. On s'auto-exclut. Il y a beaucoup de choses dont on ne pourra plus bénéficier. Alors, Wenceslas, ça a dit que ça devient un divers pour l'école doctorale. L'idée, c'était de présenter le plan de mise en œuvre sur l'exemple de l'école doctorale. Parce que pour l'école doctorale, nous avons donné l'exemple de l'analyse SWOT pour l'école doctorale. Nous avons fait le cadre logique pour l'école doctorale. Et le plan de suivi et le plan d'évaluation émergent de façon naturelle de ces deux instruments, l'analyse SWOT et le plan et le cadre logique. C'est pour ça qu'on a dit on va faire ça. Et montrer peut-être aussi la complicité. Parce que vous avez vu la liste des activités. Certainement qu'un projet individuel ou institutionnel ne va pas avoir tout ce nombre d'activités. Mais vous voyez que, en fait, quel que soit le nombre d'activités, si on maîtrise la structure de ces plans, mais on peut le faire. Et les bailleurs, en général, ils veulent savoir que leur argent sera dépensé correctement, que ça va arriver au résultat. Donc, ils exigent tout ça. Il y en a qui exigent même d'avoir un plan stratégique qui montre comment tout ça va être mis en œuvre. Tout ça, c'est lié. Mais quand vous avez l'analyse SWOT, vous avez le cadre logique, les deux plans, c'est tout à fait automatique. Il y a Henri. Henri peut intervenir, il a levé la main. Henri, activez le micro. Oui, merci beaucoup. J'étais un peu distrait. Donc, je disais que ce n'est pas pour revenir à cette question. Seulement, je voudrais parler au niveau des cours. Parce que si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris, c'est le dernier, j'allais dire, c'est le dernier où nous nous rencontrons d'une manière pour suivre le cours. C'est correct. Quelles sont les étapes qui vont suivre? Là, je voudrais demander quand est-ce que le devoir et deuxièmement, probablement qu'il y aura aussi une restitution. Donc, c'est vraiment au niveau du programme qui va suivre par rapport à ce cours pour que justement nous nous préparions nous aussi en conséquence. Merci. Très bonne question. Oui. Non, maintenant, ça, c'est ce qu'il fallait présenter comme élément nécessaire pour monter un projet de mobilisation de ressources. Et on avait dit, chacun va déterminer le thème sur lequel il veut travailler et appliquer tout ce qu'on a fait sur son thème. L'identification des bailleurs, et les objectifs, et la définition des résultats attendus, l'analyse SWOT sur votre thème, le cadre logique et tout ça, les plans. Et puis à la fin, nous allons partager. Déjà, nous allons partager entre ceux qui ont suivi pour voir et Désiré peut avoir un commentaire constructif sur un projet, l'autre peut avoir ceci. Et à la fin, nous voulons arriver, et ça va commencer la semaine prochaine. On va vous envoyer un message. Les premières présentations vont commencer la semaine prochaine, et à commencer par aussi le doyen de l'Institut des statistiques qui voulait présenter ce qu'ils ont, le projet qu'ils ont présenté à l'AIEF qui a bénéficié d'un financement. Et donc, on va faire des présentations déjà la semaine prochaine, peut-être l'autre semaine aussi. Et puis, l'idée, c'est qu'après tout ce processus, chacun doit avoir un projet qui est prêt
à être soumis à un bailleur qu'il a identifié au début. Et puis, nous allons commencer à voir si on peut mobiliser, par rapport à chaque projet, mobiliser des ressources. Donc, la semaine prochaine, ce n'est pas un cours, c'est vous, ceux qui sont prêts, on va leur donner le temps de peut-être 10, 15 minutes pour présenter, on discute. Et puis, ceux qui auront présenté, on va leur donner des feedbacks. Les autres vont venir quand ils sont prêts, jusqu'à ce que chacun puisse avoir un document de projet pertinent qu'il peut soumettre à un bailleur et un projet compétitif qui peut aboutir à la mobilisation des ressources. Merci beaucoup. Je crois qu'on a épuisé les interventions et nous pouvons... Oui, midi moins 10. On sait qu'il y a des gens qui doivent aller chercher des enfants à l'école et tout. Nous n'avons plus des enfants à l'école, donc nous pouvons continuer. Alors, mais avant de terminer, il y a une suggestion qui vient de Bundu. Une suggestion, pouvoir accrocher les bailleurs de fonds sans brandir un nombre raisonnable de publications. Attends un peu, il y a un autre message qui arrive. Je peux recommencer. Une suggestion pour voir accorder les bailleurs de fonds sans brandir un nombre raisonnable de publications et tâches hardies. On est disqualifié par la pondération en rapport avec les publications. Pouvoir publier un nombre satisfaisant dans des journaux indexés de bonne réputation, c'est encore difficile. Il faudrait que le corps doctoral mette en place un journal au moins pour les débutants pour s'essayer. C'est ça l'intervention de Monde. Je vois, il y a aussi quelqu'un d'autre qui lève la main. Peut-être juste pour réagir à ça, au lieu de dire l'école doctorale va créer une revue, non. Nous allons vous aider à renforcer vos capacités dans ce domaine et vous aider à choisir des revues qui puissent, de haut niveau, qui puissent publier vos articles. Nous allons renforcer les capacités. Je vous avais dit, on a prévu une série de cours avec le professeur Mahamoud de l'Égypte. C'est un professeur qui a une maison d'édition qui publie, je crois, une trentaine de revues et la plupart des revues sont indexées dans des bases de données. Il a accepté et nous allons, dès peut-être dans 10 jours, commencer à travailler avec lui pour voir comment et quelle capacité de doctorat il faut renforcer pour accéder à ces revues. Quand il y avait le cours avec les Nigériens, il y avait aussi des suggestions. Et je crois que ceux qui étaient là, Bougoma aussi était là, et David et les autres. Il y a un professeur qui est à Boeing, une institution financée. Il est rédacteur en chef et éditeur en chef d'une série de revues. Lui aussi, il disait, il peut faire des sessions spéciales pour nous. Il y a le professeur, la dame qui est à University of Ahmadou Bello, non pas Ahmadou, Sokoto, Ousmane Danfo de l'université. Comment écrire un article en anglais. Elle aussi, elle a pris l'engagement, elle peut nous aider. Il y avait aussi un autre. Donc, il y a des professeurs. Alors, je vous dis que, par exemple, il y a une équipe de jeunes ici, de vos collègues, qui travaillent avec un consortium de recherche qui est piloté par Okebokora. Vos collègues ont déjà publié maintenant des articles dans les meilleures revues au monde. Parmi les 3 revues au monde, il y en a qui ont publié là-bas. Et donc, on va mettre toutes ces compétences ensemble et au lieu de dire nous visons bas, nous voulons faire non, renforcer les capacités pour qu'on puisse accéder aux meilleures revues. C'est même bien pour vous, pour la carrière future. Voilà, la suite. L'autre message. Il y a, je crois que c'est un commentaire de Mundu. Il dit, très bonne idée, monsieur le directeur, le programme de renforcement des capacités, dans son sens, est très important. Très bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. On peut prendre les 2 dernières interventions et puis on va arrêter. Pour vous laisser... Je sais que les gens qui sont à Goma doivent aussi aller prendre des enfants à l'école.
Mais si on prend cette suggestion de dire uniquement l'enseignant d'ici, c'est lui seul qui doit diriger des thèses, qu'est-ce qui va se passer pour des gens comme Kibambi, David, qui ne sont pas ici, qui sont là-bas, qui sont au Congo? Comment est-ce que ça va se faire? Ils vont venir ici? Il y a Fred qui est au Ghana. Comment ça va se passer? Il va venir ici? Non. Il ne peut pas dire je laisse des gens qui peuvent aussi m'aider là-bas et je viens uniquement travailler avec des Burundais. Et puis, je vous dis, il faut qu'on soit quand même réaliste. En termes de publicité, même ce qu'on demande aux étudiants, il y a des encadrés qui n'ont pas ça. Alors, 2 dernières interventions et puis on va clôturer. Après, on vous enverra un message pour vous informer sur la suite. Alors, je crois qu'il n'y a plus de commentaires, donc on peut arrêter ici. On va continuer à communiquer par email, mais aussi à travers cette vidéoconférence. On va vous envoyer un message. D'abord, on va vous envoyer les PowerPoint comme d'habitude, la vidéo, et puis on va voir s'il y a d'autres possibilités de communication, mais on va vous écrire pour vous donner la suite des activités. OK, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup. Beaucoup.